Bien, merci beaucoup. Bonjour. Donc effectivement, tout le monde sait maintenant qu'on ne sort pas indemne d'un séjour en réanimation, enfin si je me place du côté du patient bien sûr, puisqu'après un séjour en réanimation, le patient est sujet à avoir des altérations physiques, essentiellement neuromusculaires, liées à l'atrophie musculaire acquise au cours de son séjour, aux problèmes de la neuromyopathie de réanimation. Et j'ai rajouté les problèmes articulaires qui sont assez peu envisagés dans la littérature, mais qui sont certainement un facteur adjuvant à ces altérations physiques. Et puis aussi, il y a des altérations cognitives qui touchent les différentes fonctions cognitives, la mémoire, l'attention, la réactivité, l'émotivité. Et puis, de temps en temps, des altérations psychiatriques, dépression, anxiété, parfois même syndrome de stress post-traumatique. Donc clairement, il se passe quelque chose chez un certain nombre de patients après un séjour en réanimation. Et donc tout cela fait que leur qualité de vie est finalement peut-être pas aussi bonne que celle qu'on aurait pu penser. Et si on était très content de voir sortir nos patients vivants de la réanimation, vivants de l'hôpital, c'est peut-être pas tout à fait suffisant parce que ceci entraîne des difficultés de réinsertion sociale et éventuellement augmente la consommation en soins pour ces patients. Alors aussi, ces altérations sont pas seulement physiques et neuropsychiques ou psychiatriques, elles sont aussi respiratoires. Et je cite un des premiers papiers qui s'est intéressé au devenir de patients ayant eu un SDA. Et un an après, on le verra tout à l'heure, qu'il existait quelques séquelles respiratoires dont on reparlera. Et puis, c'est ce syndrome post-réanimation, il touche le patient, mais comme il touche le patient sur sa mobilité, sur ses fonctions cognitives et éventuellement sur son humeur, on peut imaginer assez clairement que ceci puisse retentir sur son entourage. Et les proches aussi d'un patient de réanimation peuvent souffrir de dépression, d'anxiété, de stress post-traumatique. Et ce qui fait que, à la suite d'une conférence de la Société états-unienne de Critical Care Medicine, est naquit ce syndrome dont je vais vous parler, qui est le syndrome de post-intensive care ou le post-intensive care syndrome, le PICS. Et on retrouve ce que je vous ai dit, après un séjour en réa dont on sort vivant, eh bien, il y a des problèmes d'anxiété, de dépression, de syndrome post-traumatique, des altérations des fonctions cognitives et des altérations physiques. Et puis d'un autre côté, il y a les familles qui ont souffert pendant le séjour du patient et qui éventuellement souffrent après la sortie du patient. Donc, à la suite d'un certain nombre de travaux dont je vais vous parler, on prend conscience actuellement que peut-être il y a un trou entre le moment où on laisse sortir nos patients de réanimation et puis en les laissant sortir, maintenant qu'on sait qu'il existe un certain nombre de conséquences liées à cette hospitalisation en réanimation, peut-être qu'il faut faire quelque chose pour ça. Sans doute, pour faire quelque chose, il faut d'abord mesurer, faire de la recherche et voir ce qu'on peut proposer, et puis réfléchir effectivement à tout ça. Alors si je reprends maintenant le PICS et ses trois composantes telles qu'elles apparaissent dans la littérature et dans les papiers initiaux qui ont décrit ce syndrome, altération neuropsychique, altération physique, neuromusculaire et respiratoire. Puis je ne vais pas trop parler des proches parce qu'il y a déjà suffisamment à dire avec les patients. Je reprends cette étude canadienne, je la reprends parce que c'est une des premières qui s'est intéressée à cette affaire-là, pas tout à fait la première, mais une des premières. Et qu'est-ce qu'on voit dans les résultats que j'ai sélectionnés sur cette diapo? D'abord, les malades, ils ont perdu du poids, alors ça, on le sait, ils en ont perdu beaucoup, mais ce qui est intéressant dans cette essai, c'est qu'ils mettent longtemps avant de récupérer un poids qui était celui qu'ils avaient avant de rentrer dans nos services. Et puis quand on regarde leur capacité physique, on s'aperçoit que là c'est un test dont on va reparler au cours de Stopo, c'est combien est-ce qu'on peut marcher de mètres pendant 6 minutes. Eh bien ici il y a, s'il faut s'intéresser, c'est au pourcentage, en 3 mois après leur sortie de réa, ils arrivent à marcher 50% de la distance qu'ils auraient dû marcher en théorie avec un rythme normal pour comparer à une personne normale. Et puis ils récupèrent un petit peu, mais ça n'atteint pas les 70% du test de marche sur 6 minutes au bout de 1 an. Il y en a
50% qui finissent par retrouver leur travail, mais c'est un an après, et donc il faut un moment pour s'y retrouver. Il y en a qui souffrent. Leur état de santé par rapport à des scores d'évaluation de l'état de santé ne retrouve pas les valeurs normales. La vitalité n'est pas la même. Il y a des problèmes émotionnels et il y a des troubles sur la santé mentale pour à peu près 20% des patients, et ça reste 20% des patients au bout d'un an. Donc clairement, dans les études qui se sont focalisées sur ce sujet, il se passe quelque chose. Les troubles cognitifs, alors 4 à 62%, l'échelle est large. Bon, effectivement, comme vous pouvez imaginer, les études sont très variables. Il y a des études avec des petits effectifs, il y a des suivis qui sont hétérogènes, de 2 à 5 ans, on va dire. Et pour dire que le malade il y a des troubles cognitifs, ça c'est important de le souligner quand on lit les papiers, on les définit parce qu'ils sont en dessous de 1,5 à 2 dans les déviations standards par rapport au score d'évaluation sur différentes échelles cognitives. J'ai pris parmi les études celle-ci parce que c'est celle-ci qui concerne le plus de patients avec des scores de cognition qui sont inférieurs à 2 déviations standards, et on voit qu'à 3 mois et à 12 mois, 25% des patients ont une altération de ces fonctions cognitives. À quoi ça correspond, moins de déviations standards par rapport au test? Si on faisait un parallèle, ça correspond à Alzheimer débutant ou Alzheimer modéré, quoi. Donc c'est pas rien. Il y a un certain nombre d'études qui se sont intéressées plus spécifiquement aux conséquences du sepsis. Et là aussi, il y a au cours du sepsis sévère des conséquences sur des troubles cognitifs qui vont de modérés à sévères, avec pas mal de travaux qui ont été faits là-dessus pour en comprendre les localisations cérébrales et le mécanisme. Il ne semble pas y avoir de lien avec les médicaments utilisés pour la sédation ou l'analgésie. Par contre, peut-être des liens avec la durée pendant laquelle les patients ont présenté un délirium, avec l'âge et avec les altérations cognitives préexistantes qui sûrement entraînent une marche supplémentaire dans cette défaillance cognitive, mais ne modifient pas le profil évolutif une fois que la marche est installée. Donc dans les mécanismes, comme on peut l'imaginer, il y a de l'inflammation, il y a des modifications neuroanatomiques, il y a de la dysfonction endothéliale. Je ne rentre pas dans le détail de ces mécanismes physiopathologiques pour rester concentré sur les aspects fonctionnels cliniques. L'anxiété et la dépression, donc là aussi il y a de très nombreuses études, maintenant il y a à peu près une vingtaine d'études qui sont intéressées à cette problématique. J'ai sélectionné celle-là parce qu'elle est récente et elle concerne beaucoup de malades. Comme vous voyez, à 3 mois, un suivi de malades qui sortent vivants de services de réanimation, 450 malades, à 12 mois presque 400 malades. Certes, il y en a une grande majorité, fort heureusement, qui n'ont pas de problème de dépression, mais on voit dépression minime à dépression sévère. Finalement, si on somme tous ces malades, ça fait pas un chiffre qui est négligeable, presque 30 à 40%. Et puis, véritable syndrome de stress post-traumatique, c'est pas beaucoup, c'est inférieur à d'autres données de la littérature, mais comme c'est l'étude la plus robuste, bon, ça existe, le chiffre n'est pas complètement ridicule, mais il n'est pas très important, fort heureusement. Si on aborde cette problématique avec l'angle du psychiatre, eh bien, certes, alors là, c'est la méthodologie, il faut la comprendre. On prend des bases de données, puis on regarde des codes à partir des différents systèmes de codage dans les pays au cours desquels ça a été fait. Là, je pense, si je me souviens bien, c'est au Danemark. Et donc, on repère la déclaration des diagnostics psychiatriques. Donc, tout ça veut dire qu'éventuellement, il y a une sous-estimation majeure des déclarations sur ces troubles psy. Et donc, si l'avantage, quand on manipule ces bases de données, c'est qu'il y a beaucoup de malades, donc presque 10 000 malades, sans antécédents psychiatriques au sens de la nomenclature et de la déclaration, et on s'aperçoit que il n'y a pas beaucoup de malades qui ont un diagnostic psychiatrique avec la réa, mais c'est quand même plus que des malades hospitalisés qui n'ont pas été en réa, et c'est beaucoup plus qu'une population contrôle. Par contre, on voit bien le gap entre avoir un diagnostic psychiatrique et prendre des médicaments psychotropes, où là, il y a beaucoup plus de malades qui prennent des psychotropes, ou en tout cas beaucoup plus que dans une population hospitalisée pas en réa, et beaucoup plus que dans une population contrôle. Donc là aussi, il se passe quelque chose au niveau des problèmes psychiatriques. Cette dépression après le séjour en réanimation
elle, il ne semble pas qu'il y ait de lien avec la durée du délirium. Elle contribue clairement au handicap du patient, on va y revenir dans une minute. Et en ce qui concerne l'âge, peut-être que le handicap est plus lié. Ce que je veux dire, c'est que ces problèmes de dépression s'observent plutôt chez des sujets jeunes, alors que chez les sujets âgés, c'est finalement peut-être pas une surprise. Les sujets âgés vont être plus sensibles au handicap physique qu'au handicap, on va dire, moral. Pour ce qui est des altérations neuromusculaires du PIX, les causes elles sont évidentes et elles sont multiples. La perte de poids, la myotrophie, la dénutrition, la neuromyopathie dont on a parlé, les lésions articulaires liées à l'immobilisation peu investiguées dans la biblio, mais qui sont manifestement présentes, des douleurs résiduelles. Et ces altérations neuromusculaires font qu'il y a une réduction des capacités physiques à l'issue d'un séjour de réa, qui peuvent être mesurées soit par le test de marche de 6 minutes, qui est une espèce de reflet global de ces affaires-là, ou soit par différents scores fonctionnels, dont je vais vous donner quelques exemples. Donc l'exemple, c'est celui-là, ce score, et donc il y a un certain nombre de capacités qui sont cotées de 0 à 3, et donc capable de téléphoner si on lui tend le téléphone ou si on fait le numéro, ou incapable de téléphoner, c'est comme ça que ça marche. Et puis les activités au quotidien. Et puis après, on fait comme pour le SOFA, on a un score global, mais aussi on a un score de défaillance. Et dans la biblio, quand on a plus de 2 défaillances, c'est assez significatif et on considère qu'il y a une altération dans la qualité de vie au quotidien. C'est comme ça que ça marche, en gros. Voilà ce qui se passe pour le test de marche de 6 minutes. On voit un peu comme dans le papier de tout à l'heure. Juste après l'AREA, l'altération physique, elle est majeure. On récupère un peu, mais on récupère qu'à 70%. On s'était arrêté à 1 an tout à l'heure, et si on pousse jusqu'à 5 ans, on s'aperçoit qu'on n'a pas récupéré notre capacité à marcher sur les comparaisons avec des populations contrôle. Si on fait les défaillances de ce score d'activité fonctionnelle IADL supérieur ou égal à 2, là aussi on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de malades qui ne sont pas capables soit de téléphoner, soit de faire leurs courses, soit de gérer leur compte. Ça s'améliore un petit peu avec le temps, mais à 24 mois, il y a quand même 45% des patients qui sont gênés dans leur vie quotidienne. Je ne l'ai pas précisé, ceci bien sûr tient compte des capacités antérieures des patients, et les patients qui étaient handicapés avant, bien sûr, ne sont pas sont exclus dans l'évaluation de ces données plus tard. Le handicap, comme je le disais, il est à la fois physique ou psychique, et c'est un peu des fois difficile de faire la part des choses, parce qu'on imagine bien que le handicap physique, ça retentit sur le moral, et que le mauvais moral, c'est pas très facile après, quand on a un mauvais moral, de travailler sur la récupération physique. Et donc probablement on peut imaginer un certain cercle vicieux entre ces deux composantes qui font le handicap après l'AREA. Et d'ailleurs, ça a été étudié, par exemple, dans un fragment de cette étude, avec là aussi presque 300 malades sortis vivants de l'hôpital et de l'AREA après une détresse respiratoire aiguë. Là, on retrouve ce que j'ai montré tout à l'heure sur des défaillances fonctionnelles. Là, c'est de l'échelle de dépression qui montre qu'il y a un syndrome dépressif qui est significatif, on va dire. Et puis, il y a les malades qui ont les deux. Et donc, on s'aperçoit que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la défaillance physique, elle a tendance à s'améliorer un petit peu, même si c'est pas complètement normal. Par contre, entre guillemets, la défaillance morale, elle a l'air de persister avec le temps. Sur une autre étude publiée, un peu la même chose, on voit que par d'autres scores, la composante psychique de la défaillance reste assez stable avec un certain nombre de patients qui ont cette défaillance, mais ça récupère assez mal, même quand on va jusqu'à 5 ans, alors que la défaillance physique, elle, a tendance à s'améliorer. Alors, une question qu'on peut se poser maintenant, est-ce que les limites de ce PIX ont été bien définies dans la littérature, et est-ce qu'il ne faudrait pas y rajouter d'autres atteintes d'organes ou d'autres séquelles liées à d'autres organes ? Alors, on a parlé un petit peu du poumon. Pourquoi du poumon ? Parce que les premiers malades qui ont été étudiés à distance de leur séjour en réa sont des malades qui avaient un SDRA, mais je vais vous montrer que le rein, le cœur, le sang, la nutrition, la fonction sexuelle, tout ça aussi
peuvent être altérés à l'issue d'un séjour en réa, bien sûr en excluant les patients qui avaient une pathologie liée à ces organes antérieurs. Je reparle du poumon puisque c'est celui qui avait été étudié initialement pour dire que quand on fait des épreuves fonctionnelles respiratoires après chez des malades qui avaient fait un SDRA, c'est l'étude, toujours étude canadienne, mais cette fois-ci c'est plus le New England de 2003, c'est celui de 2011 avec un suivi qui va jusqu'à 5 ans et il y a 64 malades qui ont été suivis jusqu'à 5 ans. Et pour résumer ce qui a marqué sur les petits chiffres de cette diapo, en gros, les EFR standards, il n'y a pas trop d'anomalies. Par contre, il existe des troubles de la diffusion du CO. Ces troubles de la diffusion du CO ont tendance à s'améliorer avec le temps, même si ça ne se normalise pas complètement au bout de 5 ans. Là, on retrouve notre test de marche, et c'est sûr que aussi une des composantes pour le test de marche, on imagine assez facilement que ce soit le souffle. Et ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est de voir qu'il y a quelques malades qui ont des épisodes de désaturation. Il n'y en a pas beaucoup, mais la proportion a tendance à monter avec le temps. Il faut être bien sûr prudent sur l'interprétation de ces chiffres, car ce sont des petits chiffres. Si on regarde l'évolution des images radiologiques, là les images radiologiques c'est plutôt soit radio-pulmonaire normale, soit lésion minime, mais il n'y a pas eu d'études avec des scanners en coupe fine, et peut-être que si on faisait des scanners en coupe fine, on trouverait des anomalies à distance. Comme j'ai dit, il n'y a pas que le poumon, mais il y a aussi le rein, et on a bien montré maintenant que même si on a guéri complètement d'une insuffisance rénale aiguë, et c'était la notion qu'on avait jusqu'à il y a quelques années, on pensait qu'une fois que c'était guéri, et ben non, le fait d'avoir fait une insuffisance rénale aiguë, même s'il a totalement guéri, est un facteur de risque majeur pour faire une insuffisance rénale chronique, et un facteur de risque non négligeable pour faire non seulement une insuffisance rénale chronique, mais une insuffisance rénale chronique arrivant à son stade ultime de l'évolution. Si on regarde le cœur, ou en tout cas les événements cardiovasculaires après une hospitalisation en réa, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de colonnes, je vous les décris. Le premier, c'est les malades hospitalisés en réa pour un sepsis sévère. Ça, c'est les malades hospitalisés en réa pour autre chose qu'un sepsis sévère. Là, c'est des malades hospitalisés pour de l'infection, mais pas en réa. Là, c'est des malades hospitalisés pour autre chose que de l'infection et toujours pas en réa. Là, c'est une population contrôle non appariée. Là, c'est une population contrôle, en gris non appariée. Là, c'est une population contrôle qui est appariée sur différents facteurs, l'âge, le sexe, la race et l'état global de santé. On voit que le risque d'événement cardiovasculaire à 1 an, c'est très important par rapport à une population contrôle non matchée. C'est relativement important par rapport à une population contrôle avec les critères d'appareillement qui ont été utilisés. C'est significativement plus élevé par rapport à des malades hospitalisés en dehors de la réa. Et quel que soit le mode d'hospitalisation en réa, c'est un facteur de risque supérieur de survenue d'événements cardiovasculaires. Je dis événements cardiovasculaires, c'est comme vous voyez sur la diapo, c'est coronarien ou AVC. Le sang, on ne s'est pas beaucoup intéressé à ça, il n'y a pas beaucoup de papier à distance. Évidemment, on a plein de facteurs en réa pour faire de l'anémie, et même si on a respecté nos seuils transfusionnels et qu'on a fait attention de ne pas trop transfuser nos malades, quand ils sortent de réa, forcément, s'ils sont anémiés, ça contribue à leur fatigue, aux difficultés respiratoires et éventuellement à l'altération de leur qualité de vie. Puis ils ont reçu plein de choses qui empêchent qu'ils récupèrent bien leur fonction globulaire. Et donc là aussi, ça peut être un problème de préoccupation. Et ce qui fait que finalement, peut-être qu'il faut redéfinir un peu mieux ce PICS. Et aux 3 cases que j'avais présentées au départ, il faut peut-être, changer ici pour mettre l'articulaire avec le neuromusculaire et qui fait l'altération physique, et puis rajouter une case spécifique pour des dysfonctions d'organes dans lesquelles on mettrait le poumon, le rein, le cœur, le sang, la dysfonction sexuelle dont je n'ai pas parlé, bien que ça m'intéresse particulièrement, et puis l'approche des proches qui reste toujours d'actualité. Alors, est-ce qu'on peut prévenir le PICS ? Ça, c'est Maïté qui va nous le dire dans quelques minutes. Et est-ce qu'il faut qu'on s'attaque à cette affaire et qu'on prenne en charge ? Alors, je ne veux pas déflorer ce que va dire Tarek, mais enfin, je dis simplement pour finalement lancer les affaires, dire si on voulait traiter les altérations neuropsychiques, ça voudrait dire qu'il nous faut un psychiatre ou des psychologues. Si on voulait prendre en charge correctement les altérations physiques neuromusculaires, il nous faudrait des kinés, des rééducateurs. Pour les dysfonctions d'organes, il nous faudrait aussi des spécialistes. Et puis pour... je vais en arrière, c'est pour ça que ça ne marche pas.
Et donc, du coup, il faudra une prise en charge qui soit une prise en charge spécialisée. Alors peut-être la prise en charge spécialisée, il faut l'avoir à deux niveaux. C'est bien sûr, il faut des spécialistes de la rééducation, mais il faudrait, si on faisait appel à ces spécialistes, ce soit des spécialistes qui connaissent les problématiques de la réanimation. Et puis, il faudrait que cette prise en charge soit coordonnée. Coordonnée par qui? Et là, clairement, c'est le topo de Tarek qui va intervenir dans quelques minutes. Donc, en conclusion, clairement, ce PIC, ça paraît comme une entité nouvelle, mais dont, à mon sens, les contours doivent être mieux définis et il faut intégrer également d'autres défaillances d'organes qui n'ont pas été intégrées dans ce syndrome jusqu'à présent. Le PIC se traduit clairement une souffrance persistante physique et psychologique chez un nombre non négligeable de patients à l'issue d'un séjour en réanimation. Pour moi, la prise en charge paraît nécessaire et il va falloir qu'on discute quelle est la place du réanimateur dans cette prise en charge et éventuellement l'assumer. Merci de votre attention.